Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Le Débat. Aujourd'hui, pour ce numéro, je vous propose un décryptage des sujets qui défraient la chronique actuellement dans notre pays, le Bénin. Et pour la circonstance, j'ai invité pour votre bonheur deux acteurs influents de l'arène politique de ce pays. Je commence par ma droite. Vous avez Madame Nadine Okumasu, elle est acteur politique, membre du parti Les Démocrates. D'ailleurs, le seul parti reconnu comme le parti de l'opposition aujourd'hui dans le pays. Alors, en face d'elle, nous avons Monsieur Abikounou Antoine, qu'on ne présente plus. Il est membre du Bloc républicain. Il est analyste socio-politique. Bonjour, Da Abikounou. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, madame, bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, chers journalistes. C'est un plaisir pour moi d'opiner sur les questions relatives à l'actualité politique de notre pays. C'est un rôle citoyen et j'en suis honoré. Alors, tout à l'heure, dans votre présentation, j'ai oublié un côté, un aspect de votre carrure. J'ai oublié de dire que vous êtes aussi écrivaine, auteur de livres Belle et Rebelle. Oui. Et je vous garantis, cher téléspectateur, qu'il n'y aura pas de rébellion ici. La rébellion d'ici est positive. Elle est positive. La rébellion dont je parle, c'est une rébellion positivée qui est la manière là de s'insurger contre le non-droit, ce qui n'honore pas notre humanité. Alors, tout à fait. Alors donc, la couleur de leur accoutrement ne doit pas nous déranger et perturber. Donc, vous suivez et c'est parti. Alors, je reste avec madame pour... quand même, on va commencer par le sujet le plus brûlant actuellement, le sujet des frères Rouvi, de son nom Steve Amoussou. On a appris récemment dans la nuit du 12 août 2004 qu'il a été appréhendé sur le sol togolais. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier, quels sont les fondements de cette arrestation si controversée? Déjà, il faut que je fasse un rectificatif lexical. Nous ne ferons pas dans la dentelle. Steve Amoussou n'a pas été arrêté. Il a été enlevé. Pour les informations rapportées par le procureur de la République du Togo, des individus non armés, de ces individus seront à l'origine de son enlèvement, son kidnapping, un acte qui ne répond à rien, à aucune norme. Et des individus, pas de l'armée, pas mandatés pour ce rôle, ont procédé de cette manière-là aussi barbare à son enlèvement, à l'enlèvement de quelqu'un qu'on... Vous dites barbare, on n'a pas touché à l'intégrité il va bien, il n'y a pas eu de coup de... On n'a pas touché peut-être à son intégrité physique. Dieu nous a préservé de ça, non? Pour les informations rapportées par son avocat, les individus qui, c'est à Ravisseur, je dirais, on dit, chemin faisant, qu'il fallait aller à la forêt ou quoi d'autre, et quelqu'un a demandé à ce qu'on la somme, c'est un quatrième qui dira que non, il ne faut pas le faire, Dieu lui a préservé la vie. C'est pourquoi je qualifie l'acte de barbare. Alors, donc, il ne s'agit pas selon vous d'une arrestation? Non, de kidnapping. Alors, votre vis-à-vis avec M. Abikounou, je suis à vous. Vous pensez que Steve Amoussou est tellement coupable qu'il faut même violer la souveraineté de notre État pour aller le chercher, même et fouler au pied le vivre ensemble entre Bénin et Togo? Bon, dire que c'est coupable, je pense que c'est trop dit, puisque nous sommes dans un régime de présomption d'innocence quand même. Quand vous êtes devant le parquet, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que le tribunal vous rend coupable. Donc, pour le moment, nous sommes à une phase de présomption d'innocence. Je crois que je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas procureur de la République non plus pour qualifier les faits.
parce que c'est ceux qui font ce travail qui sont habilités à qualifier les faits. Je ne le suis pas. Je pense que c'est un dossier qui est pendant devant la justice et il ne faudrait pas en parler, disons, de façon approfondie à se substituer au juge. Il faut rester à la lisière pour apprécier. Bon, ceci étant, je pense que il faudrait non seulement qu'on fasse confiance à la justice, mais qu'on laisse les autorités officielles du Bénin se prononcer. Parce que ce que je note dans ce dossier, je note deux volets. Il y a un volet concernant la procédure de son arrestation, que d'aucuns estiment que ce n'est pas régulier, que ce n'est pas la forme, tout ça là. Un second volet où on s'intéresse au fond du dossier, des infractions potentielles qu'il peut commettre à travers son métier dit de chroniqueur. Donc, pour moi, c'est deux volets différents. Il ne faut pas les mélanger parce que... C'est quand même l'un qui appelle l'autre. Je ne refuse pas. Est-ce que c'est parce que une procédure entre griffes d'arrestation n'a pas été bien faite selon les règles, je suppose, que cela annule le fond qui est à la base de cette procédure. Voilà. Bon, je ne suis pas magistrat, mais je pense que l'un ne saurait annuler l'autre. C'est pourquoi je dis que c'est deux sujets différents. Voilà, concernant les chefs d'accusation, je crois, on a quand même parlé d'un certain nombre de chefs d'accusation, Mme Nadine Massou. Ce qu'on reproche à notre frère Henri, on le connaît aujourd'hui dans la République comme celui qui ne passe pas par quatre chemins pour mettre à nu le gouvernement de Patrice Talon. Il va même juste appeler le président Talon par son prénom de façon vulgaire. Et même l'agapite Napoléon, et même le collège des sages de la Cour constitutionnelle. Alors, il n'a d'égard pour personne alors. Pour ceux qui sont habitués à cette chronique, on le sait quand même, nous sommes dans un état du droit. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les chefs d'accusation? Parce que ça peut se révéler être très grave en notre prochain. Merci, cher journaliste. Avant de revenir à votre question, je vais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis. Et pour ce qui est de la procédure, il est vrai que ça ne pourrait pas, même si elle est mal faite. Et cette procédure ne devait pas annuler le fond de ce qu'on lui reproche. Il faut dire que c'est là même la question. Pourquoi Bourvio serait aussi criminel qu'il ne faut respecter aucune procédure et procéder à son enlèvement? Nous allons demander à quel moment, je vous demande, cher confrère et grand frère, excusez. Vous me laissez poser la question. Non, à quel moment l'État juge de la légalité du fait qu'il faut aller kidnapper un citoyen qui n'est pas sur le territoire, sans collaboration préalable avec le pays dans lequel il se trouve, le pays qui l'héberge? Je ne pense pas que Steve Amonson soit aussi criminel que, je ne dirais pas le gouvernement, parce que ce que les gens font là incombe au président de la République, puisqu'il est le père de la République. Ainsi, il représente une menace au point où il faut déléguer des individus, comment je vais les appeler, excusez que je ne les qualifie pas, pour aller l'enlever de la sorte. Alors que nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays de démocratie qui est censé respecter les normes et les règles. Le président de la République se prend pour un légaliste. Il parle même, quand il a abordé le cas de Rekiat, des gens commis des crimes, il faut les sanctionner. Mais quand la République elle-même se met dans une posture où elle ne respecte pas les règles et les normes, quel exemple on donne, quelle image on projette du Bénin à l'extérieur?
C'est là la question. Donc, c'est ce qui même justifie le fait qu'il y a anguille sous roche, parce qu'on ne comprend pas en réalité ce qui pourrait amener jusqu'à l'enlèvement d'un citoyen qui il n'était pas amené, donc on l'a pris. Alors, je viens à M. Aboukonou. Tantôt, vous étiez en train de parler d'une certaine volonté politique après cette arrestation. Vous avez demandé à ce que les voix autorisées officielles se prononcent sur la situation. Et c'est tout à fait normal, parce que nous sommes dans un état de droit. Et on aurait quand même aimé écouter un certain Mario Mouton, par exemple, pourquoi pas le porte-parole du gouvernement sur cette situation, parce qu'on a appris quand même des mandats d'arrêt internationaux sur des patriotes que nous avons sur le sol togolais. Il faut quand même, la population a besoin de comprendre, parce que lorsque on ne nourrit pas la population des vrais fondements, et la spéculation, on laisse place à la spéculation, et ça grossit, et là ça ne fait pas du bien ni au gouvernant, ni au gouverné. Alors pourquoi ce silence qu'on observe du côté des gouvernants, du côté des députés aussi qui soutiennent les actions du gouvernement, par exemple? Pourquoi pas le porte-parole du gouvernement n'est pas monté créneau pour nous expliquer, ou bien Mario Metonou, qui est le procureur spécial de la Riette, n'est pas monté créneau pour nous expliquer, pour donner quand même une explication, parce qu'on le mérite quand même dans le pays, n'est-ce pas? Moi, je pense que on vit, bon, je dirais, n'est pas un Steve Amoussou. Bon, Steve Amoussou n'est pas un des moindres, puisque actuellement, il y a un collège de conseil d'avocats qui s'est constitué pour défendre sa cause. Ça veut dire que ses droits seront respectés. Ça, je n'en doute pas, puisque les avocats sont là quand même pour défendre la cause de celui qui n'a personne. D'accord? Et certainement, s'il y a une communication à faire, le gouvernement le fera, puisque le gouvernement est indexé par tous les mots que vous entendez par-ci, par-là, kidnapping, tout ça là. Bon, moi, je ne voudrais pas me laisser aux spéculations. Je voudrais que les voix officielles se prononcent. Vous avez vu même le communiqué du procureur de la République du Togo. Sur les forums, même, c'est remis en cause. D'autres disent que ce n'est pas authentique, voilà, que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc, tout ça a fait que faut qu'on joue avec le temps pour que vraiment on ait des informations provenant de sources fiables pour apprécier le sujet. Alors, Madame Nadine Okumassou, on a entendu parler quand même de certains informateurs qui auraient nourri, par exemple, Frère Ouvy dans ses chroniques, dans ces informations qu'on a qualifiées de fausses informations qui est publiées sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce que les jours à venir seront remplis de psychose, parce qu'on s'attend à des arrestations également qui vont peut-être tomber dans le camp des personnes ou des partis qui soutiennent les actions du gouvernement, parce qu'on a entendu parler des informateurs, il y aurait plusieurs informateurs. Il faut dire déjà que le silence du gouvernement, celui du procureur de la République, celui du porte-parole du gouvernement, est un mépris. Est un mépris parce que ce dont nous parlons, c'est la problématique de la sécurité de chaque citoyen béninois. Quand on apprend de cette manière-là que des individus, de civils, ont été ont fait office de kidnapping et ont enlevé un individu de la sorte, c'est la sécurité de tous les Béninois qui est mise à l'épreuve. Pour dire que, comme j'ai eu à le dire récemment dans une vidéo, des individus mal intentionnés pourraient procéder de la sorte et enlever les Béninois et rien ne se fera. Parce que même l'entourage... Il y a quand même une justice dans le pays. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Même l'entourage qui pourrait vous secourir en cas d'enlèvement se dira peut-être que c'est la police qui opère, puisque c'est la mode désormais en République du Bénin et personne ne vous vient en aide. Et on part avec vous. Alors que nous engageons de ces débats-là, il est primordial et impératif de réagir. Vacances, et il a besoin de vacances, c'est normal. Le corps humain a besoin de repos. Mais quand,
à la tête d'une république que vous gardez et vous êtes censé protéger la vie de ces citoyens-là. Et on parle de ceux qui engagent pour leur sécurité avec cette ampleur-là. Je pense que immédiatement le gouvernement devait réagir. Ou par le biais de son porte-parole, ou le procureur de la République qui devait... Qui était également en vacances, le porte-parole. Ce dont je vous parle, c'est de la vie humaine, c'est de notre sécurité. Ces gens qui ont été mandatés, pour quelle opération seront-ils appelés d'autres à opérer? Vous êtes en sécurité là? Suis en sécurité? Seul Dieu sait. On ne peut pas garder une république ainsi. Et c'est ce que nous avons toujours reproché au président de la République. Le fait de banaliser la vie humaine. Le fait de ne pas mettre et prioriser notre humanité dans sa gouvernance. Je vous le dis, hein, tout ce qu'il fait là, peut-être qu'il y a des avancées, il y a des choses, mais je dis peut-être. Nous sommes témoins oculaires. Je n'en disconviens pas, je ne suis pas malhonnête moi. Voilà. Mais quand tu le fais et tu ne construis pas avec les Béninois, tu ne fais rien. Parce que à supposer que ce phénomène prenne de l'ampleur et que les jours à venir, on entend par-ci par-là, ceci a été enlevé, il a dit, Dieu m'en épargne, ça ne m'arrivera pas. Mais on est en train de gouverner pour qui? C'est la sécurité d'abord des Béninois parce qu'il faut que les Béninois vivent pour jouir de la production du gouvernement. Alors je pense que le président Patrice Talon, il a tort. Il a tort de banaliser la vie des humains. Il a tort de banaliser la vie des Béninois. Et pour revenir à vous, votre question, le fait même qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des informations au sein de la mouvance, des informateurs au sein de la mouvance, atteste même de ce que les propos de Steve Amonsou, qu'on présume pour Frère Ouvi, non, il a dit que c'est pas lui, non? Il y a des fondements, Si, il a fait une chronique. Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr? Je ne connaissais pas Ouvi. D'accord. Comment serait si c'est toujours lui ou pas? Mais si lui-même dit qu'il n'est pas Ouvi, qu'il juge pour dire le contraire. Il revient à la justice de nous prouver s'il est Ouvi ou pas. Maintenant, le fait qu'il y ait des informateurs au sein même de la mouvance atteste du fondement des propos que Ouvi, le sieur Ouvi, dont on ne connaît pas l'identité jusque-là, déclare dans ses vidéos. Et je pense que il faut purement relâcher Steve Amonsou parce que, oui, il faut le relâcher parce que tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Les chefs d'accusation pèsent contre qui? Contre qui? Le sieur Ouvi, c'est ça la différence. Le sieur Ouvi, Steve Amonsou dit clairement qu'il n'est pas Ouvi. Alors, à vous entendre, à entendre votre vis-à-vis, on se croirait quand même dans une autre crise diplomatique. Parce que nous avons déjà pris à dos le Niger, on n'a pas fini d'en parler, et voilà le Togo qui se pointe. Est-ce que si rien n'est fait et puis on ne sait pas jouer sur la diplomatie, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir encore le tension ne va-t-il pas appuyer encore entre le Bénin et le Togo dans les tout prochains jours? Bon, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas parce que aujourd'hui, les frontières, à ma foi, sont artificielles puisque les peuples sont les mêmes. Et quand on voit aujourd'hui les échanges de part et d'autre des pays, si ça ne va pas bien entre deux pays, ce sont les deux peuples qui en souffrent. Le cas du Niger est un exemple témoin. Donc, aucun Béninois, en tout cas soucieux du développement de son pays, ne serait souhaité qu'il n'y ait pas quand même d'harmonie. Non, ce qu'il faut faire, ce n'est pas moi qui dois le dire. Je pense que oui, mais vous êtes les deux pays, je pense que les deux pays ont intérêt à collaborer pour l'avantage des deux peuples. Donc, même le Niger dont on parle, progressivement, ça va prendre.
Tout à fait. Parce que c'est l'économie réelle qui en prend un coup. Donc, on ne saurait souhaiter cela. Cependant, je m'étonne que aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à comment le frère Ngunvi, Steve Amonson, bon, Steve Amoussou, a été pris et on balaie de revers Tout ce qui a comme chef d'accusation, il pèse sur lui. Mettons-nous à la place des autres, nous sommes des humains. Je ne suis pas sûr que ma sœur Nadine, si elle était peut-être visée par les chroniques de Ngunvi avec tout ce qu'on dit comme ça sur les gens, pour salir la réputation des gens, qu'elle aurait accepté. Parce que vous pouvez être dans de grandes affaires avec des gens et qu'on découvre à travers une chronique qu'en fait, vous n'êtes pas une personne recommandée. Et ça peut donner des réticences dans vos affaires avec tous ceux avec qui vous êtes. D'accord? Encore moins un chef d'État, la première dame. Par exemple, le directeur d'une chaîne de télévision de notre vous pays, voyez? de laquelle, Voilà. et il dit que d'autres autorités ont mis en location leur intelligence. Voilà. Et il a dit tellement de choses que moi, ah bon? c'est tout récemment que j'ai commencé par l'écouter, puisque, bon, j'avoue que je n'ai pas l'habitude d'écouter ces chroniques. C'est rarement que peut-être... non, je ne tombe même pas là-dessus. C'est des amis qui m'appellent parfois pour dire, bon, c'est vous qui défendez le gouvernement, venez entendre ce que Ngunvi a dit. Et on m'envoie parfois, j'écoute. Mais actuellement, les gens sont en train d'envoyer des séquences. Et je découvre que même mon ami Agapine Napoléon a été fléché. Tout à fait. Bon, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas éduquer la société de cette manière. Même si on est sensible à la manière dont il a été arrêté, tout ça là, il faut quand même reconnaître que on ne peut pas continuer avec ça, puisqu'on ne sait à qui le tour. Aujourd'hui, c'est le président Talon qui est au pouvoir. Son mandat va finir, il va partir, on aura un autre président, etc., etc. Et si d'autres frères Ngunvi doivent renaître, Ngunvi 2, Ngunvi 1, Ngunvi 2, Ngunvi 3, c'est pas bien pour la République. Nous-mêmes, aujourd'hui, même si nous ne gouvernons pas, on est dans l'arène politique, on apprend et un jour, on sera aux affaires. Et nous aurons en face, nous, des Ngunvi 1, Ngunvi 2, Ngunvi 3, nous ne pourrons pas accepter. En tout cas, donc, c'est ça la leçon en réalité. Tout à fait. Pour passer de ce parallèle à un autre, il faut quand même retenir que dans son fauteuil de journaliste, Ngunvi ne devrait pas quand même prendre une position. Dans sa position de journaliste, il peut exposer les faits et apporter un plus, informer la population plutôt que de prendre position et verser dans ses injures et autres, parce que c'est notre métier à nous autres. Alors, Madame Nadine Okumasu, on a constaté également que votre parti, le parti de l'opposition, les démocrates, il y a eu un communiqué la veille, ce qui était censé être la veille de son audition, est finalement rejeté au jour d'après. Le communiqué était quoi? L'objectif, c'était un appel à mobilisation générale. Voilà, on appelait la population à venir soutenir et à demander qu'on libère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à libérer le frère Ngunvi en question. Alors nous sommes dans un état de droit et que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, on a constaté également que je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Pourquoi la marionnette n'a-t-elle pas... qu'est-ce qui n'a pas marché ou on n'a pas vu cette population-là sortir répondre à l'appel des membres du parti des démocrates? On a vu un certain Rive d'été, quelques membres, quelques députés. J'y étais également. Voilà, on les a vus là-bas à la criette, mais on n'a pas vu la population sortir comme Kaliba. Qui vous l'a dit? Nous avons été également sur le terrain. Nous étions également sur le terrain. Nous avons vu très tôt le matin, même jusqu'à. Et on n'a pas senti
Et on n'a pas senti qu'il y avait quand même une mobilisation générale, comme on connaît le Béninois quand même. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Tout a marché pour moi. Ah bon? Ah oui, tout a marché. Et vous étiez sur les lieux, vous avez dit non? Oui. Vous avez remarqué qu'il y avait du monde. Mais la police a empêché à ce que les gens viennent. La population a été intimidée. Toutes les rues ont été quasiment barricadées. Même où on était avec les premiers responsables du parti, il y avait la police qui nous a entourés comme si on faisait quelque chose. Soutenir un confrère en difficulté, c'est un crime, c'est un délit, je ne pense pas. Mon frère, il n'est pas de votre parti. Il est béninois. Qu'il soit de notre parti ou pas, oui, il est béninois et il se retrouve en situation de difficulté. Et il est de bon ton alors que nous, en tant que militants de l'opposition, nous lui apportons notre soutien parce que on estime quand même que c'est quelqu'un qui défend de causes nobles. Pour les chroniques qui me sont parvenues, je n'ai pas vu d'injures, d'insultes. Et je pense qu'il est dans un... J'ai dit que je n'ai pas vu. Les chroniques que j'ai eues à moi, mon niveau, c'est quelqu'un qui opine sur l'actualité de notre pays, qui alerte sur les plans à venir, les plans du régime, qui par la suite s'avère réel. Donc c'est quelqu'un qui joue un rôle patriote pour la défense des intérêts de tous les Béninois. Alors, monsieur Amikounou, on finit avec ce panel-là, mais on va aborder maintenant le volet politique. Je vais vous demander ce que les partis politiques nous réservent pour 2026. Surtout que nous nous apprêtons à vivre une expérience qu'on a vécue, les élections cumulées, et avec au regard des nouvelles dispositions de notre Constitution. Et qu'est-ce que les partis politiques nous réservent en 2026? Bon, les partis politiques, qu'est-ce que les partis nous réservent? C'est sûr, les partis savent qu'ils iront en compétition. Et ils iront en compétition face à un code électoral. Et ainsi, ils vont se préparer par rapport à ce qu'il y a dans le code. Et vous savez qu'aujourd'hui, les circonscriptions sont interdépendantes aujourd'hui, puisqu'il faut réunir 20% dans chaque circonscription après avoir eu le seuil national. D'accord? Il y a les accords de gouvernance. Il y a les accords de gouvernance qui sont annoncés. Donc, quand quelqu'un voit qu'il ne peut pas remplir seul les conditions du code, il va chercher des partenaires avec qui il fait des accords de gouvernance pour s'en sortir. Donc, je pense que les partis savent faire et doivent travailler davantage parce que ce code, à ma foi, est plus corsé, demande plus à ce qu'on travaille, à ce qu'on soit représenté dans toutes les circonscriptions. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, les partis, ceux qui sont dans ce gens avertis, peut-être qu'ils travaillent dans l'ombre, et peut-être à partir de 2025, vous verrez tout en blanc. Bon, on ne demande pas de trahir le secret ici, mais vu que vous êtes analyste sociopolitique, vous êtes également membre d'un parti politique qui soutient les actions du gouvernement. Donc, est-ce que vous pouvez nous filer quelques informations dont on a besoin? Non, est-ce qu'il y a des informations? Bon, moi, je ne suis pas dans le bureau exécutif du parti, parce que ça part déjà du haut, où les gens se concertent pour voir ce qu'on a en face comme challenge. Et c'est à partir de là qu'on prend les options. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accord de gouvernance. Le parti va voir, est-ce que seul je peux faire le job? Dans le cas contraire, bon, je fais mes démarches pour chercher à qui s'associer. Tout ça, là, c'est dans les négociations politiques. On voit comme des coalitions comme UP de Renouveau, c'est-à-dire
l'ancien PD qui s'associe à une progressiste, on aura des coalitions de cette... Bon, ce que je peux dire, on est en politique. Et en politique, tout est possible. Ceux qui sont des adversaires aujourd'hui, pour une circonstance ou une autre, peuvent se donner la main. Demain pour avancer. Donc, c'est le terrain qui commande. Et je suis sûr que les partis seraient dans les tractations, seraient en train de voir les différentes approches. Mais vous savez, c'est aussi stratégique. Il ne faut pas mettre ça devant son ennemi, devant son adversaire du moins. Donc, chacun fait les choses pour gagner. Donc, ma stratégie, je ne peux pas la livrer au grand jour. Avant la guerre. Donc, mais il y a la population qui s'inquiète. Nous sommes pratiquement à quelques mois ou 2 ans, si c'est trop, de ces élections. Et jusque-là, le président qui devait finir son mandat, jusque-là, on n'a pas un dauphin. Jusque-là, avec la montée du mouvement au niveau du corps et tout, voilà, c'est tout un cafouillage et la population veut comprendre. On s'attend quoi? Le président sortant a-t-il préparé un relais? Comment ça va se passer et tout? C'est surtout pour ça que je pose la question. Vous savez, en politique, parfois il faut surprendre. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce que je pense faire pour gagner une bataille, alors que je sais que je suis dans un environnement concurrentiel, je ne veux pas le mettre au vu au-dessus de tout le monde. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Même question pour Madame Nadine Koumassou. Qu'est-ce que le parti Les Démocrates, parce que à vous entendre, c'est que la population attend beaucoup de vous. Hein. Qu'est-ce que vous préparez pour affûter? Comment pensez-vous affûter vos âmes pour 2026? En tant que membre du parti Les Démocrates, tout ce que je peux vous dire là, c'est ce que fait le parti pour se positionner pour les élections couplées de 2026. Vous trouvez avec moi qu'il ne serait pas normal quand même que je vienne, même si j'étais dans le secret des dieux, étaler la réalité de ce qui se fait là-bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, le parti se positionne très bien avec l'animation de la vie politique, ce qui est le rôle premier d'un parti politique. Maintenant, pour le reste, je n'en dirai pas plus. Mais ce qui est primordial à retenir ici, c'est que, comme l'a su bien dit mon vis-à-vis, le code électoral avec lequel on va aux élections a été corsé à dessein. C'est lui-même qui l'a avoué. Hein. Il a dit que le code a été corsé. Et c'est normal, non? C'est difficile d'affronter ce code, voilà, puisqu'il y a des conditions supplémentaires qui ont été ajoutées. Ça ne veut pas dire que c'est corsé à dessein. Écoutez. Bon, c'est égal pour tout le monde. Hein. C'est pas que le code est égal pour tout le monde. On procède à des améliorations parce qu'on a constaté un problème. C'est ça, non? On fait un changement parce qu'on trouve que quelque chose ne va pas quelque part. Maintenant, quel est le problème que nous avons remarqué pour qu'on corse davantage le code électoral? Pour vous dire que, comme pour les élections passées, le président de la République, le président Patrice Talon, avec son gouvernement, trouve toujours cette manœuvre-là d'exclure, de se positionner pour esquiver la compétition. Ah oui, il avait fait pour les élections passées où il n'y avait pas le parrainage. Le Béninois n'est pas habitué au parrainage. Et pendant qu'il a eu par manœuvre à organiser des élections où il est le seul à avoir 2 partis à son actif avec des élus, il impose que pour aller aux élections présidentielles en 2021, il faut forcément se faire parrainer, alors qu'il sait que le cas opposé n'a aucun élu, aucun parrain pour lui servir de parrain pour les élections présidentielles. Et comme à son habitude, maintenant, il corse davantage le code électoral avec son histoire de pourcentage augmenté et des accords de gouvernance parce qu'il se dit là,
toujours qu'il est en position de force, deux partis à son actif avec plus de lui, donc il pourra à n'importe quel moment faire d'accord de gouvernance parce qu'il est majoritaire, non, pour l'emporter sur les élections. Alors que nous parlons d'une élection qui engage pour tous les Béninois. C'est une occasion pour les Béninois de choisir qui seront les représentants dans les jours. On dit que c'est une bataille perdue d'avance. Non, pas une bataille perdue d'avance puisque là, nous parlons de la gestion d'un pays. Rien n'est encore perdu d'avance, mais nous estimons qu'il faut un préalable avant les élections couplées de 2026. Il faut que les détenus politiques, ceux qui ont été emprisonnés pour leur opinion ou pour leur ambition, puissent recouvrer leur liberté. Ceux qui ont été exilés puissent retrouver le chemin de retour au pays afin que... Le président l'a toujours martelé, on n'a pas de prisonniers politiques au pays. On n'en a pas. On n'a pas de prisonniers politiques. Moi, j'ai été détenu politique. J'ai été enlevé alors même que je n'avais rien fait. Avec l'enlèvement. Ah oui, j'ai été enlevé. Sans convocation, on m'a enlevé comme ça dans la rue de Fidrosella. J'ai été embarqué, emprisonné. J'ai fait 16 mois de détention sans jugement. J'étais là le jour-là quand on m'a demandé de m'apprêter que je serais libéré. Sans jugement ni rien. Le jour où j'ai été présenté à la brigade criminelle après mon arrestation, il m'a été demandé qui te finance pour que tu critiques le président. Rien de palpable, rien. Ça ne tient de rien. Donc, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de détenu politique, puisque moi-même, j'ai été détenu politique et personne ne pourra me dire le contraire. Ce dont je parle, c'est parce que je le dis publiquement comme ça, parce que je n'ai rien à me reprocher. Et les faits sont là. Il y a eu, entre-temps, on a observé dans vos faits et gestes, dans vos publications, quelques dérapages. Voilà, qui allait à l'encontre de l'autorité. Ils m'auraient notifié. S'ils avaient remarqué un truc du genre, ils me l'auraient notifié. Ce n'est pas à moi de leur apporter les preuves que j'ai fait quelque chose de mal. On me demande qui te finance. On cherchait des éléments pour m'incriminer, chercher quelque chose pour me coller parce qu'on voulait que ça sorte de ma bouche. C'est la police, ça. D'ailleurs, j'ai été détenu. Il y a eu des détenus. Bon, il faut que les détenus recouvrent leur liberté, que les exilés rentrent dans leur pays afin que, ensemble avec tous les autres, les acteurs politiques, même les têtes couronnées, qu'on puisse s'asseoir. Il faut des assises nationales afin que nous puissions discuter de véritables enjeux pour notre pays. Parce que ce qui risque d'arriver là en 2026, comme je l'ai toujours dit, n'est pas reluisant. N'est pas reluisant, nous ne pouvons pas vivre les mêmes choses que nous avons eu à vivre en 2019 et en 2021 où les gens ont reçu de balles, où nous avons des pertes de vies humaines et des gens comme moi ont fait la détention pour rien. Non, le Bénin n'a pas besoin de ça. Ce dont le Bénin a besoin, c'est que ces enfants s'asseyent, réfléchissent sur comment diriger le pays dans le futur afin que les Béninois soient épanouis, afin que notre jeunesse puisse retrouver sa substance, le travail, l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y travaille pas. Je ne refuse pas qu'il ne travaille pas. Il travaille. Mais oublions l'essentiel. L'essentiel. Tous les chantiers qui sont en cours actuellement et sur même le marché de l'emploi. Quel chantier? Il y en a détruit d'autres alors qu'il construit d'autres. On ne peut pas continuer par vivre comme si on fait marche arrière, on revient devant, rien ne se construit de la sorte. Si les choses, le préalable n'est pas établi et qu'on vit la même chose en 2026 et que même par Hachimi, le président arrivait à perdre les élections et que quelqu'un d'autre vient, les démocrates sûrement, ce qui est sûr, l'évidence. Mais que, à supposer que ce ne soit même pas les démocrates, que ce soit quelqu'un qui soit animé de l'esprit du président Patrice Talon, quelqu'un qui veut venger, quelqu'un qui veut emprisonner des gens avec qui il a eu des antécédents, parce que c'est visiblement ça, hein, je le dis. Maintenant, s'il est animé de cet esprit-là, il va, comme le président de la République, casser, déplacer Amazon. Le projet de société sera de réaménager tout ce que le président Patrice Talon a eu à construire. Alors nous ne construisons rien, à détruire ce qui est déjà construit. Il faut un préalable s'asseoir pour finir avec ces questions politiques et engager de véritables problèmes de développement de notre pays. Je reviens à vous. En attendant, monsieur Aboukono, vous avez suivi madame Nadine Okoumensou sur la gouvernance étatique, voilà, qui
qui a lieu actuellement au Bénin. Qu'est-ce que vous avez quelques impressions, vos impressions à propos? Bon, je l'ai écouté religieusement, puisque elle est remontée jusqu'en 2019. Tout à fait. Et en cette période-là, j'étais en plein cœur des débats. Et quand je la réécoute, je pense que c'est le même format qui ont conduit aux événements de mai 2019. C'est le même format qui sont en train d'être repris. Tout à fait. Et c'est très grave, parce que notre souhait, ce n'est pas de vivre des élections chrysogènes. C'est que les élections se fassent dans la paix. Et la paix, ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi un comportement. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai l'impression que les questions de démocratie sont parfois mal comprises ou mal enseignées aux citoyens. Parce que souvent, qu'est-ce qui est à la base des crises? Ce sont les lois électorales, souvent. Et les lois électorales sont des lois qui organisent, qui définissent les règles de la compétition. C'est normal que par rapport à ces lois, il y ait des critiques. Et non seulement il y a des critiques, que chaque compétiteur se met dans le prisme de ces lois pour voir ses chances de réussir. Et dès lors que on voit qu'on n'a pas les chances de réussir, on commence à prendre des positions qui ne nous permettent pas de finir les élections en beauté. Et c'est ça qui est très dangereux, parce que la démocratie, c'est quoi? Je ne donnerai pas des définitions universitaires. Il y a le président Boriaï qui a donné une définition qui a toujours retenu mon attention, et c'est ça que je donne partout. Parce qu'il a donné cette définition pas parce qu'il est professeur titulaire d'université de droit, mais pour avoir exercé le pouvoir d'État. Il a dit que c'est la loi de la majorité. C'est le président Yahya Boni qui a dit ça. La démocratie, c'est la loi de la majorité. D'accord? Quand il avait fait son chaos là, c'est la loi de la majorité. Et c'est vrai. Vous voyez, Madame Nadine, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez le code électoral que vous voyez là, il faut savoir que ça fait partie intégrante des élections. Ce n'est pas n'importe quelle loi. Les élections commencent même à partir des tests qui doivent définir les élections. Et malheureusement, ceux qui sont majoritaires, ce n'est pas au Bénin seul. Hein? Ce n'est pas au Bénin seul. Alexis Tocqueville va dire que les lois électorales sont les plus controversées du monde. Ça veut dire que ce n'est pas propre au Bénin. Quand on veut faire les lois électorales, souvent, ceux qui sont majoritaires, ils font les lois à leur avantage. Et vous allez voir que celui qui est minoritaire et qui dit que la loi là, c'est pas bon là, lui-même dit que c'est pas bon parce que ça ne l'arrange pas. Ceux qui sont majoritaires disent que c'est bon parce que ça les arrange. Donc, il faut que on constate cela d'abord, d'accord, pour éviter d'annoncer de mauvaises couleurs. Parce que quand on dit que, comme préalable, il faut des assises. Il faut des assises, il faut ceci, tout ça là. C'est bien. Nous avons toujours souhaité avoir un pays en paix. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des prisonniers potentiels. L'autre, elle a déjà fait l'expérience.
nous-mêmes, quand on est dans la politique, c'est des choses qui vont arriver. Et il faut toujours souhaiter que, même si ces choses arrivent, on trouve des formules pour que la paix revienne. Mais il faut que les moments s'y prêtent. Si on n'arrive pas à trouver l'entente pour le faire, on fait d'abord avec ce qui est là. Il ne faut pas créer encore d'autres prisonniers politiques en plus de ceux qui sont là-bas. On souhaite que les exilés, bon, même si la personne n'est pas exilée politique, pour une raison ou une autre, il se trouve en dehors de son pays, le souhait de tout citoyen, c'est qu'un Béninois soit libre chez lui. Chemin faisant, on va y arriver. Mais si pour le moment, la classe politique n'est pas arrivée à trouver le consensus autour, il faut constater le fait et faire en sorte que, avec le temps, les choses changent. Vous avez dit que vous allez gagner les élections à coup sûr. Ça veut dire que le code tel que c'est là, ce n'est pas un problème pour vous. Voilà. Si vous l'affirmez, le code tel que c'est là, ce n'est pas un problème pour vous. Ces détenus qui sont là-bas, ou bien ceux qui sont en exil, même s'ils sont là-bas, vous êtes sûr de gagner les élections. Ça veut dire que c'est un problème, mais ce n'est pas un problème qui vous empêche d'avancer. Si demain vous avez la majorité au Parlement, vous pouvez faire voter une loi d'amnistie, pour faire sortir Rikia, pour faire sortir Joël Aïvo. Donc il faut jouer sur les rapports politiques. Moi je pense beaucoup plus que c'est ça. Il faut jouer sur les rapports politiques. Que en voyant les tests, dire que, vous savez, ce qui est arrivé à ma soeur Rikia, tout ça là, bon, peut-être que aujourd'hui elle aurait compris qu'elle pouvait faire autrement. Puisque les démocrates sont nés après toutes les élections consacrées à le parrainage. Et comme vous l'avez dit, il y avait le parrainage qui était un des critères phares. Donc, si vous êtes né après les élections qui consacrent le parrainage, vous devez savoir que soit vous aurez des parrainages par défaut. Qu'est-ce qu'il appelle par défaut? J'ai un parrain, je veux te donner. Je ne peux pas donner à celui qui est plus fort que moi, politiquement. C'est normal. Je ne peux pas donner le parrainage à quelqu'un qui est plus fort que moi. Ça veut dire que si vous voulez aller aux élections, vous devez vous attendre à des parrainages par défaut, ou bien vous constatez le fait, vous dites aux populations que oui, nous avons envie d'aller, mais les critères aujourd'hui tels que c'est, nous n'avons pas eu de parrain. Et vous vous préparez, peut-être que Rikia aurait dit ça, et elle est là maintenant, elle est en train de chercher ses parrains. Donc, il faut à un moment donné avoir la patience. Croire en Dieu, croire en son destin. Ce que je veux faire aujourd'hui et que je désire, c'est peut-être dans 2 ans, dans 5 ans que Dieu me le projette. Autrement dit, les conditions auraient été réunies pour que je l'aie. C'est ce que je vous conseille. Hein. D'accord. Madame Nadine Okubassou, d'accord. Selon vous, il y a des prisonniers politiques. Mais quand on parle d'exilés, par exemple, je voulais revenir là-dessus. Exilé politique et n'est pas exilé. Quand on est exilé, c'est parce que soi-même on se reproche quelque chose. Si aux dernières nouvelles, le président Paris Talon n'a demandé à aucun Béninois, n'a pas interdit aux Béninois de rentrer chez eux. Vous êtes de la mouvance? Je ne suis pas de la mouvance. Je suis tentée d'y croire. Non, il a posé une question. Parce que là, vous le dites aussi convaincu que ça laisse à désirer, non? Et qui ne va pas vouloir vivre alors même qu'il a sa famille ici, ses amis, il a construit sa vie ici au pays, qui ne va pas vouloir vivre avec sa famille, en harmonie, dans un environnement où il a eu toute sa vie durant à construire sa réalité à lui. Qui ne voudrait pas ça? Qui voudrait, par exemple, quitter ses enfants, ne pas être là pour leur éducation, aller très loin en Asie, dans un pays où il n'en a pas l'habitude. Et quand vous dites qu'il faut sûrement se reprocher quelque chose pour être exilé, je dis non. Je dis non, carrément non, parce que nous voyons tout ce qui se fait aujourd'hui, qui sont les exilés aujourd'hui, qui ne soient pas politiques. Visiblement, rien que des hommes politiques qui ont une voix opposée
au régime de la rupture se retrouvent aujourd'hui exilés. Et c'est là tout le problème. Quand le président de la République, sans une menace, sans des ambitions poussées des hommes qui, en la matière, ont la substance pour gagner les élections face à lui, il procède soit à leur arrestation, et pour ceux qui sont habiles, ils s'échappent et ils s'exilent dans un pays. Lui aussi, il a fait l'exil, non, c'est ça, il a dit non, il a fait l'exil, non, donc il a eu sûrement à se reprocher des choses, c'est pour ça, il a fui, et sa femme l'a conseillé, non, et puisqu'il était aussi, il a pris pas les malariés, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, à l'époque, il se reprochait sûrement des trucs, mais là, visiblement, ses opposants sont exilés, nous avons des exilés dans notre République. Et pour rebondir sur l'avis de mon vis-à-vis tout à l'heure, il disait, je l'ai entendu, hein, et le développement qu'il a eu à faire, c'est comme si nous devons accepter l'exclusion. C'est ça, vous dites non? Il faut accepter, attendre la providence, attendre que Dieu agisse. Je ne le dis pas. C'est ce que j'ai eu à noter dans ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il fallait attendre et que dans la vie, on a des souhaits, mais la patience. Donc, il faut accepter visiblement, ne pas compétir et dire à la population, vous l'avez dit, dire à la population que nous avons eu de la volonté pour participer aux élections, mais que visiblement, nous n'avons pas eu à nous constituer les parrains et leur dire ça et attendre. Si vous n'en avez pas défaut, quoi. C'est que vous me dites là que nous ne sommes plus dans une république démocratique, que le président Patrice Talon a réussi à s'ériger en roi à la tête de notre république, super puissant. Il détient tout, le parrain et tout, et c'est lui qui décide de qui sont ces gens-là qui vont participer aux élections ou non. Si tu ne te retrouves pas, Talon n'est pas parrain, il n'est pas maire, il n'est pas député. Il n'est pas maire, il n'est pas député, mais c'est lui qui décide de tout. Bon, ça c'est... C'est lui qui a il est le père de la mouvance, c'est lui qui a là, je vais te tous les parrains. Non, c'est faux. Oui, c'est lui qui les a. Vous avez dit là, je vais te situer. L'opposition pourrait se constituer des parrains par défaut. Donc, vous reconnaissez quand même que l'opposition... On parlait également du travail, que vous pouvez faire également. Oui. Mais quand le travail... Les élus sont déjà là. Il y a des gens démocrates qui ironisent à ça. Ils ont eu des parrains, non? Ils sont parmi vous, ils ont eu des parrains. Mais comment ces gens-là ont eu le parrainage? Quel genre d'opposition ils ont constitué? C'est là la véritable... c'est là l'enjeu. C'est là la question. Le président Patrice Talon a réussi à faire tous ces parrains-là et vous demandez à l'opposition, excusez-moi, vous demandez à l'opposition d'attendre la provision, d'attendre la main de Dieu pour participer aux élections. Je dis que c'est ça justement qui amène à ce que nous ayons de cette violence, parce que personne ne va accepter dans une république démocratique comme la nôtre qu'un individu décide de son propre chef sans contradiction, que c'est lui qui ira aux élections avec ses amis. Non, ça ne se fait dans aucune république démocratique. Alors tout à l'heure, vous êtes en train de parler de la qualité... Il y aurait un peu de temps pour quand même répondre. Vous avez parlé de la qualité de l'opposition que nous avons, que ceux-là ont pu constituer tout à l'heure. Hein. Et alors, ça me ramène à vous poser cette question. On dit de votre parti qu'il est désorganisé, qu'il souffre d'un manque criard de leadership, par exemple. Parce que depuis l'avènement, depuis 2016 ou depuis l'avènement de votre parti et les démocrates, on n'a pas eu un plan, par exemple, une vision de l'opposition qu'on propose, par exemple, à la population. Et tout ce que la population, par exemple, observe, tout ce qu'on observe, c'est que c'est des cafouages, ou c'est quand le pouvoir central pose un acte, qu'on fait de la récupération et tout. Et c'est pas moi qui le dit, c'est la parution, le quotidien, le Grand Regard, en sa parution du 28 août 2024, qui le dit, il dit qui désorganise l'opposition. Et il met cafouage et attaque personnelle. De ce parti où les Béninois attendent beaucoup
Alors, vous parlez de qualité de l'opposition. Est-ce que sur 10, quel point vous donneriez honnêtement à votre parti, les démocrates? Vous posez un problème tellement grave et la manière dont vous le dites m'amène à vous demander une fois encore si vous êtes de la mouvance. Et les gens disent, les gens disent. Je ne peux pas parler les gens disent qu'il y a des organisations, problème de l'hygiène, tout c'est ça. De la parution, par exemple, d'un quotidien. Bon, ce sont des gens, je dis, il y a de l'égalité. Officiellement enregistré, ce n'est pas des non-dits. Mais qu'ils apportent les preuves de ce que nous sommes désorganisés, qu'il y a des problèmes, ou bien tout ce qu'ils disent là, qu'ils en apportent les preuves. Je pense plutôt que partout où il y a des individus de diverses horizons, il peut y avoir des problèmes. Parce que vous n'avez pas les mêmes éducations et tout. Mais je pense, contrairement à vous, que le Parti Les Démocrates est un parti bien organisé, structuré, un parti des hommes responsables, avec à sa tête même un ancien chef de l'État, le président Yahya Boni, un homme rassembleur qui sait contenir, qui sait contrôler, qui sait gérer les hommes. Non? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on attend beaucoup, la population de attend beaucoup de la population attend malheureusement jusqu'ici n'a pas proposé des programmes. La population attend beaucoup du parti, de mon parti, de notre parti, les démocrates, et nous mesurons la taille de l'enjeu. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce peuple-là, celle de mettre fin à tout ce qui nous paupérise, à tout ce qui nous déshonore. Le peuple béninois attend de nous que les détenus politiques soient libérés. Et le peuple attend de nous que nous travaillions à ce qu'il y ait plus de justice. Le peuple béninois attend de nous que nous ayons la liberté dans ce pays afin que les Béninois soient libres de leur opinion sans se soucier comment je vais le dire, de cette manœuvre-là qui consiste à traquer ceux qui émettent un contre-avis. Oui, ça c'est la théorie. Nous demandons des Le peuple attend également de nous que nous puissions travailler à plus d'emplois alors que nous n'avons pas encore le pouvoir, c'est de travailler. Le préalable pour nous aujourd'hui, c'est de travailler à mettre fin à la barbarie de ce qui... Oui, à la barbarie, à la gouvernance barbare qui n'a aucun égard pour l'homme, pour notre humanité. La fin. On va quand même écouter M. Abikonou, Antoine, qui réclame la parole. Non, je n'aurai pas assez de temps. Mais, allez-y. Non, je pense que peut-être on joue sur l'ignorance du peuple. Lorsqu'on me dit que le président Talon à lui seul ramasse les parrains, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit parce que c'est pas les jeux politiques que tout cela se forme. Chez vous, là où vous êtes là, c'est ce que le président Yahya Boni dit que vous allez suivre. Parce que vous voulez gagner une bataille. Et vous ne pouvez pas aller à rang dispersé. C'est pareil du côté de Talon. On est ensemble, on vise un point donné. Le leader du groupe va indiquer le chemin. Et si c'est bien analysé, on le suit. Cela ne pourrait pas dire qu'il a ramassé les gens. Vous savez que le parrainage, au-delà de son aspect juridique, est un instrument politique. Si je suis député, je vais parrainer quelqu'un, je ne le fais pas seulement parce que je m'appelle député. Je le fais pour mon avenir politique. Je parraine qui? Pour que demain ça donne quoi? Ce sont des calculs politiques qui font que les députés décident eux-mêmes de suivre une ligne donnée, puisque le parrainage est d'abord personnel. Et c'est toi-même maintenant qui décides. Aujourd'hui, c'est encore plus fort, puisqu'on a remis pratiquement le parrainage au parti. Ça veut dire que même si je suis député démocrate... Vous n'êtes plus libre de parrainer qui vous voulez. C'est ça, je dis. Je dis que c'est plus renforcé maintenant. N'est plus personnel. Le parrainage n'est plus personnel. Je ne refuse pas. Je dis que c'est plus renforcé. Cela ne voudra pas dire
que je n'y trouve pas d'inconvénient. Mais je fais avec ce que j'ai devant moi. Je fais mes analyses en fonction de ce que j'ai et je propose peut-être que les choses s'améliorent. Mais je ne veux pas tout brûler parce que je ne suis pas arrivé Personne ne veut à en brûler. finir avec les tests qui sont là. Je fais avec. D'accord? Donc, les députés, ce n'est pas que Talon ramasse les députés ou bien Yaïbouni ramasse les députés. Les gens sont en train de jouer leur avenir politique. Alors, Et c'est en fonction de ça que chacun se positionne. alors, je vais vous demander votre mot de la fin, monsieur Alpha. Bon, mon mot de la fin, c'est de vous remercier parce que j'ai eu du plaisir à faire ce débat. Je voudrais quand même inviter les uns et les autres à beaucoup plus s'attacher à leur pays, puisque ce qui reste, c'est le pays. Nous-mêmes, on est partants. On parle du président Talon aujourd'hui, peut-être que à partir de mai 2026 ou bien juin 2026, qui sais-je, on peut parler peut-être de madame, ou bien même si elle n'a pas, on peut parler d'autres présidents. Mais ce qui va rester, c'est toujours le Bénin. Donc, quels que soient les cas de figure, il faut que nos comportements pensent à cela. Et en pensant cela, chacun va pouvoir quand même se retrouver dans la moyenne. Merci. Madame, monsieur Avou, votre mot de la fin. Avant le mot de la fin, je dirais que personne ne veut brûler ce pays. Nous avons de l'amour pour et nous y travaillons. C'est par amour d'ailleurs que nous faisons de l'opposition de sorte à corriger ce qui n'est pas bien fait. C'est ce qui justifie le fondement de notre opposition puisque nous n'avons visiblement aucun problème personnel contre qui que ce soit. Maintenant, je dirais tout simplement que la balle est dans le camp du président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour très décisif pour l'histoire de notre pays, les 2026, les élections couplées. Les Béninois attendent beaucoup de nous. Ils attendent que plus jamais nous ne connaissons ces violences post-électorales et que des gens rendent l'âme par-ci par-là, des îlets, de prisonniers politiques. Le Béninois ne demande que le pain et la paix. C'est pourquoi justement nous en appelons à des assises nationales afin que dans la paix, nous puissions nous concerter et évacuer ces questions politiques pour aborder de véritables questions de développement qui donneront satisfaction à l'épanouissement de tous les Béninois dans leur commun. Et c'est pour ça que je dis que la balle est dans le camp du président Patrice Talon pour dire que je n'ai rien personnellement contre le président Patrice Talon. Tout ce que je fais, c'est pour que notre humanité puisse l'emporter sur tout ce que nous avons parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis, nous allons passer, mais le Bénin restera. Nous laisserons ce pays à la génération future, à nos enfants. Alors, il faut que nous laissons un pays que les enfants vont trouver dans la paix, où les conditions sont créées pour leur emploi, leur épanouissement et tout. Alors, cher Monsieur le Président, je profite pour le dire, je n'ai rien, Nadine n'a rien contre vous. Nous voulons travailler pour le bien des Béninois et c'est ce qui justifie justement ma position de femme politique. On vous a compris. Monsieur, c'est déjà la fin, malheureusement, de cette émission. On n'a pas vu le temps passer, tellement les échanges étaient joyeux et intéressants. C'est vrai que j'aurais voulu discuter, échanger, faire moins tout le temps avec vous sur la reprise de la rentrée qui est pour bientôt, avec les enseignants qui ont plusieurs doléances sur la table et qui annoncent même des grèves et autres juste à la rentrée et tout. Beaucoup de choses qu'on doit faire pour corriger, pour avoir une année réussie et tout. Mais on n'a plus ce temps. On va se retrouver très prochainement si Dieu le veut. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Madame Nadine Okumansou du Parti des démocrates. Elle est également auteure du livre Belle et Rebelle, et préfacé d'ailleurs par le panafricaniste Kémy Séba. En face d'elle, c'est Monsieur Antoine Alukonou du Parti du Bloc républicain. Il est analyste socio-politique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer.
nos émissions pour ne rien rater de notre actualité. C'était Arid Massissi dans le débat. Merci, ciao, ciao, portez-vous bien.